Chefchaouen, la ville bleue. La ville bleue. Oui, je n'ai rien vu de ce genre-là nulle part dans le monde. C'est vraiment unique. Dans le prochain épisode, suivez Exotantique Voyage autour du monde. Je vous emmène au cœur du Maroc, riche en saveurs, des paysages époustouflants et des villes fascinantes. Sonia, bienvenue encore une fois. Tu arrives tout juste du Maroc. Tu as accompagné un groupe d'Exotantique Voyage et on ne pouvait pas faire autrement que de parler de ce magnifique voyage. Merci de me recevoir, Marie, Ça me fait un grand plaisir. Allons tout de suite au cœur du sujet parce qu'on a tellement de choses à parler. Tu as fait vraiment le tour. On terminera aussi après avec vraiment là, les must-do du Maroc qu'il ne faut absolument pas manquer. Mais tu en as fait vraiment énormément. Ton voyage a commencé à Casablanca. Qu'est-ce que vous avez fait à Casablanca? Casablanca, la première chose à voir, c'est vraiment la grande mosquée Hassan II. C'est l'incontournable de la ville. Si on a seulement une chose à choisir, à aller visiter, c'est vraiment la grande mosquée qui est époustouflante. Tout est grand, tout est grandiose, c'est démesuré. Ça n'a aucun sens à quel point tout a été pensé, tous les détails, c'est magnifique. J'enverrai des photos pour montrer la grandeur de... C'est difficile à expliquer, mais c'est tellement gigantesque. Ils l'ont bâti directement sur la mer. Ils ont agrandi le territoire pour faire de la place à cette grande mosquée-là dans le plus beau coin de la ville. Donc, c'est vraiment l'incontournable de la ville. Oui. Et puis ensuite, on a fait une balade dans les petites rues de Casablanca parce que c'est en bord de mer. Donc, on a vraiment le sentiment, pas vraiment balnéaire, mais assez relax. Donc, on va se promener le long de la corniche. Il y a plein de petits restaurants, des terrasses, des bistrots. Les gens se baignent en fin de journée, la plage se remplit. Donc, c'est vraiment une grande ville, mais tout en détente. Oui, puis en même temps, tu sais, c'est aussi une vieille ville, donc dans les petites, se promener dans les petites ruelles aussi, ça doit nous plonger, là, ça commence le voyage très bien là, dans un monde tout à fait différent de nous, donc très vieux, avec une culture, une magnifique culture qui est complètement différente. Oui, culture et beauté. Oui. Voilà. Après Casablanca, parce que naturellement, on arrive à Casablanca, donc après avoir passé un peu de temps à Casablanca, on veut se dépêcher à aller poursuivre la découverte du Maroc. Donc, où êtes-vous allé par la suite? Notre première destination réelle était Chefchaouen dans les montagnes, mais on faisait un arrêt par Rabat en chemin. Rabat, c'est la capitale administrative du pays, donc il y a quelques points d'intérêt, mais pas assez pour se déposer 2, 3 nuits. Là. Un bref escale, 3-4 heures, c'est suffisant pour voir ce que la ville a à offrir. Et ensuite, on se dirige plutôt vers les montagnes pour aller découvrir Chefchaouen, la ville bleue. Vraiment magnifique. Ça c'était ton coup de cœur. Un de tes coups de cœur. Ouais. Tu en as eu plusieurs, mais je me souviens quand la première fois que tu m'as parlé, c'était... c'est incroyable. C'est quoi qui t'a charmé encore le plus de cette ville-là? On fait un retour dans le temps. Quand on arrive à Chefchaouen, les rues ne sont que piétonnières. Toutes les rues sont en pavé. La ville est dans un dégradé de bleu. La ville est toute bleue. Donc, peu importe où on regarde... Et c'est à flanc de montagne aussi. Donc, peu importe où on regarde, c'est beau. C'est beau, c'est incroyablement beau. Et puis, c'est une toute petite ville, donc on peut facilement la visiter à pied et les gens sont ultra chaleureux. Et comme c'est au nord du Maroc, on est habitué de savoir, en fait, on connaît que les gens au Maroc, la plupart parlent le français, mais comme ça, c'est dans le nord du Maroc, la deuxième langue, ce n'est pas le français, c'est l'espagnol. Ah. Et j'étais très, très surprise de découvrir ça. Je m'attendais à pouvoir communiquer en français. Évidemment, mon arabe est assez moyen. Je comprends pas. Non, quand même. Et puis, finalement, c'est l'espagnol qui était ma porte
de sortie quand j'arrivais pas à me faire comprendre là-bas. Fait que OK. j'étais excessivement surprise de Mais c'est vrai que c'est savoir. très, très surprenant, là, c'est connu le Maroc, là, pour que ça soit l'arabe et le Ouais, français. sauf dans le Hem nord. et voilà, donc puis qu'est-ce qui t'a, attiré aussi, là? Bon, oui, le côté, c'était magnifiquement bleu, les dégradés de bleu, mais là-bas, est-ce que la cuisine est différente que partout ailleurs? Ben, la cuisine, en général, au Maroc, ils mangent beaucoup de tagine, beaucoup de couscous, mais à Chefchaouen particulièrement, ils ont une spécialité locale qui s'appelle la pastilla. C'est comme une espèce de tarte feuilletée au poulet. On peut la faire Mmh. à autre chose, mais la vraie pastilla originale, c'est une tarte au poulet. Donc, c'est une pâte feuilletée, un peu comme les gens qui ont été en Tunisie connaissent les briques, qui est une pâte feuilletée avec des œufs. Bon, dans la pastilla, il n'y a pas d'œufs, mais c'est le même type de pâte. Et puis, Comme une feuilletée, là, très, très, finalement? très feuilleté, OK. là, feuilleté croustillant, c'est vraiment Mmh. bon, là. Puis OK. c'est un mélange de poulet, de légumes avec de la cannelle, mais c'est saupoudré de sucre, mais de sucre glace, là, du sucre en poudre. OK, Fait fait que que le c'est mélange de un saveurs, sucré-salé, oui, finalement. mais l'explosion de saveurs, c'est hallucinant, là. Tu as juste envie d'y retourner puis y regoûter encore. Et à l'endroit où on logeait, un des hommes qui travaille là, sa femme est cuisinière et ils nous ont proposé de nous faire un festin marocain juste pour nous. Donc là, ils nous ont fait des tagines, ils nous ont fait des couscous, des pâtisseries maison, de la pastilla, évidemment. C'était un délice, mais c'était absolument incroyable. Vous avez mangé le pays, là. C'est Ah oui, vraiment ah oui, oui, bouchée après bouchée. ah oui, hein? Oui, Puis tu as dit où vous avez logé. Puis là, je trouve ça intéressant, puis j'ai ouais, envie de glisser avant de continuer ouais. des autres endroits, j'ai envie de glisser un peu. Quel type d'hébergement as-tu résidé, justement à Chefchaouen? À Chefchaouen, nous étions dans un riad. Donc, la majorité des hébergements qu'on a fait au Maroc, c'est des riads. Un riad, c'est une maison familiale où logeaient généralement 3 générations. Euh, Comment je dirais? La maison est faite comme une espèce de grand cube, mais c'est vide au centre parce que c'est la cour intérieure qui est au centre. Donc, l'espace de vie familiale est vraiment au centre de la maison. Il n'y a pas de toit, là, on voit les étoiles. Et puis, il y a toujours une fontaine parce que fontaine, ça porte la chance. L'eau, c'est symbole de vie. Donc, je dirais que presque tous les endroits où on a logé, c'était des riades comme ça. Et puis de se retrouver à l'intérieur, dans l'espèce de jardin, de petite cour intérieure, en réalité, ben tu es à l'abri du vent, mais tu te sens vraiment en famille. Bien, déjà, en partant, c'est de la façon qu'eux habitaient. C'était leur logis avant. Oui, Tu sais, ces oui, grandes maisons-là, c'est devenu ont été, rénovées, converties en ouais, hôtels, en petits hôtels, ouais, c'est un finalement. petit hôtel, c'est Oui, ça. oui. Oui. Donc ça devient, une expérience plus authentique Ah puisqu'on ben oui, on vit comme les Marocains à l'époque, oui, finalement. exactement, Ouais. exactement. Puis il y a d'autres types. Il y a un autre type que tu me parlais, un autre type de logis qui, ça, peut, encore, plus nous plonger, dans une authenticité, presque inégalée. C'est peu connu aussi. Donc, c'est quoi l'autre logis? Les Casbah, Les casbahs. Donc, oui. explique-nous un peu comment est un casbah comparativement à un riad. Le Casbah, c'est aussi une demeure familiale, mais qui n'a pas de cour intérieure et qui est entourée d'une forteresse. Donc, généralement, les Casbahs vont surplomber la ville parce que c'était les demeures souvent où les pachas résidaient. Donc, ils étaient en hauteur, la forteresse les protégeait. On pouvait surveiller facilement s'il y a des envahisseurs qui étaient à l'horizon, là, qui se pointaient à l'horizon. Et puis, c'était les gens un peu plus fortunés qui habitaient dans les Casbahs. On a séjourné dans une Casbah aussi du côté de Mmh. Ouarzazate. Donc, ben, naturellement, lorsqu'on accompagne des groupes chez Exotantique, donc celui dont tu viens Oui, d'accompagner, on essaie toujours de faire un beau mélange entre l'hôtel traditionnel, si on peut dire ça, mais un beau mélange avec les riads et les casabas. oui, Oui, oui. oui. Fait que retournons dans ton beau voyage, dans le bel itinéraire que tu as fait, du Maroc. Après Chefchaouen, tu es allé vers où? On s'est dirigé vers Fès. Donc, Fès, c'est une très grande ville, aussi grande que Casablanca, mais beaucoup plus typique.
Alors, c'est l'endroit idéal si on veut aller visiter un souk. Le souk est gigantesque, là. Il y a genre, si ma mémoire est bonne, plus ou moins 9000 ruelles. Ah, Donc, mais oui, oui. Puis là, tu peux trouver de tout. Donc, tu peux aller acheter du fromage, acheter des fleurs, tu peux aller acheter des biens de consommation de tous les jours, là, des fruits, des légumes, des viandes. Ce qui fait la renommée du souk de Fès, c'est la tannerie. Souvent, on va voir des photos où on voit des espèces de grands trous à même le sol avec de l'eau colorée, mais en fait, c'est les teintures. Donc, les gens vont placer des commandes de cuir tanné de certaines couleurs. Donc, ça peut être dans le rouge, dans le bleu, dans le jaune et tout ça. Et on peut aller visiter les tanneries. Donc, on voit vraiment les gens travailler le cuir pour assouplir le cuir, ensuite le teindre, le faire sécher. Et c'est la même méthode de transformation de ancestral. cuir qu'il y avait il y a 1000 ans. Ça n'a pas changé. C'est Incroyable, hein? identique. Oui, oui, ça, Ouais. c'est un retour dans le temps assuré. Donc, avec tous nos groupes, on monte à quelque part pour qu'ils puissent Oui, voir tout ce oui. panorama-là. Il y a des journées qu'on voit que c'est orange, c'est bleu, d'autres journées plus d'autres couleurs. Mais bon, on fait ça, puis après ça, on va faire des petits achats. Ah Pourquoi ben pas? oui. Hein? Et oui, absolument. Vous avez... Voit, on peut voir et se faire expliquer les différences de qualité de cuir. Parce qu'on pense qu'un cuir souple, c'est toujours la meilleure qualité, mais ça dépend pourquoi tu veux ton cuir. Si c'est pour un sac à main versus des chaussures, alors c'est vraiment les gens qui travaillent sur place. C'est les professionnels ultimes. C'est eux qui le font de l'animal au produit fini. Oui, oui, puis tout avec les anciennes méthodes. Donc, la Exactement. passion demeure Oui, toujours, là. Tu sais, oui, tout à fait. la commercialisation n'est pas... est moins présente, disons. On est plus dans les anciennes... Ouais, ben, ancestrales, comme on dit. le peuple arabe est très, très mercantile. Mhm. C'est en eux d'être des marchands, Oui. mais ils sont aussi extrêmement connaissants des méthodes utilisées il y a longtemps. Puis, si ces méthodes-là n'ont pas changé, c'est efficace. Alors, Vous êtes allé aussi visiter un endroit où ils faisaient la poterie, les plats tagines, voilà, oui, la les fameuses fabrique, tagines. Tu sais, oui, on sait que le Maroc, le couscous, puis tous leurs plats mijotés, tout ça, tout est fait en tagine. Tu oui, en as découvert de plein tous de... les formats. Oui. De tous les formats. On est habitué de voir le petit plat conventionnel, le grosseur assiette, si on veut. Mais on peut avoir des tagines familiales qui sont gigantesques, tout comme on peut avoir des petites tagines solo. Et puis, on est allé à l'endroit où ils les fabriquaient. On pouvait apporter, pas apporter, mais on pouvait acheter les plats tagines qui nous convenaient. Mais c'était vraiment du 100% local, fait à la main, sur place, de A à Z. C'est incroyable, hein? C'est Oui, vraiment... Moi-même, d'ailleurs, il y a 20 ans, lorsque je suis allée, vraiment, j'ai ramené... il faut ramener une tagine oui, lorsqu'on est au Maroc, là. Peu importe la grosseur, il faut la ramener. ouais, Parlant des grosseurs, il y en avait, bon, naturellement, il y en avait des très grandes, il y en avait des plus petites, oui. pour faire peut-être un format plus personnalisé, mais c'est moins coutume au Maroc d'avoir vraiment des plats prêts personnalisés. Règle générale, c'est vraiment un repas de partage. Oui. Tu en as eu l'expérience tout au long de ça. Comment ça se passe, les repas? Les repas sont faits pour partager. Donc, on ne fait pas seulement que s'asseoir pour manger, on s'assoit pour partager. Donc, la majorité des repas que nous avons eus, c'était des repas où on nous servait des gigantesques plats et tout le monde se sert à même le plat. Donc, que ce soit du couscous, des légumes, des viandes, des saucisses merguez, tout est à partager. Si ma mémoire est fidèle, c'est à partir Ouais. de Fès que tu as eu une des plus belles routes panoramiques. Mon Dieu, ça, là, je retournerai au Maroc uniquement pour conduire cette route-là. On part de Fès, on se dirige vers Merzouga, qui est la porte d'entrée du désert du Sahara. Et on part d'une ville plutôt aride. Donc, Fès, il n'y a pas beaucoup de végétation, c'est plutôt aride. On sent que le désert n'est pas tellement loin. Mais en sortant de Fès, on se dirige vers la ville de Ifrane, qui est encore dans les montagnes. Mais Ifrane, c'est la petite Suisse marocaine. Donc, tu viens de changer de pays parce que On tu change de pars décor d'un... Ah aussi, ben là. mon Dieu, C'est oui, ça. totalement. On passe du sable et de la poussière à une ville
avec des chalets suisses, c'est gazonné. Ils ont même des barrières à poudrerie parce que l'hiver, il neige beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, les routes sont bloquées par la neige et ils mettent des barrières à poudrerie parce que le vent souffle tellement fort Quand que ça même. serait dangereux pour la circulation. Donc, on n'est plus au Maroc, là. On Hum. l'est, mais on ne se sent plus du tout Ouais, au ouais. Maroc. Et puis là, après Ifrane, on poursuit la route et là, on commence à se diriger vers les gorges et on a l'impression d'arriver dans le Grand Canyon, en Arizona. OK. Les rochers sont rouges, les canyons sont profonds, on change encore de pays. Et puis là, on poursuit la route encore et finalement, on arrive à Merzouga, qui est la porte d'entrée du Sahara. Et puis, tu es au pied des dunes. Tu arrives Hum. dans le sable. Donc, la route prend peut-être un 8 heures, si ma mémoire est bonne, mais tu as l'impression de visiter 3 pays complètement différents. Incroyable. En fait, Incroyable. on Oui, arrive, puis souvent, on a vraiment hâte d'arriver dans le désert parce que, bon, c'est un peu le but ultime d'aller voir le désert. Mais en voyant tous ces magnifiques paysages-là, ce changement, en fait, c'est un changement climatique qui fait ça aussi. Ben, pas climatique, mais bref, changement de température tout au long du voyage qui fait que le paysage est différent. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait à Merzouga? Merzouga, c'est une petite ville qui est vraiment la porte d'entrée du Sahara, comme je disais tout à l'heure. Quand on va à Merzouga, généralement, on va faire une nuit dans une casbah, mais ensuite, le but, c'est d'aller bivouaquer dans le désert, aller dormir dans le désert du Sahara. Et puis, Bivouaquer. oui, Explique-nous, c'est bivouaquer. quoi de faire du bivouacage? Je ne sais pas si c'est un mot, mais bon, bivouaquer. Nous avons bivouaqué. OK, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bivouaquer, ça veut dire dormir dans une tente dans le désert. C'est sûr qu'il y a différentes gammes de tentes. Nous, chez Exodentique, on ne dort pas sur des petits tatamis en paille dans le sable. Là. Non, 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 ça on ne fonctionne pas bichonne nos comme ça. clients quand Ben même. oui, absolument. Puis on veut des sanitaires privés. Donc, le type de tente, de bivouac qu'on offre à nos clients, c'est avec un sol dur, un vrai lit, pas de petits lits de petits lits de camp. C'est un vrai lit, un vrai matelas, sanitaire privé, douche privée. On est vraiment comme à l'hôtel, mais on est dans le désert du Sahara. Donc, ça veut dire coucher de soleil fabuleux, lever de soleil fabuleux, nourriture exquise. La nourriture est exquise de A à Z au Maroc. Et on a la possibilité d'y aller à d'autres dromadaires. Et ceux qui sont un peu moins portés sur le chameau peuvent le faire en Jeep. Ou plus, peut-être plus actif, on pourrait dire ça? Ou... Ben, c'est pas tant une question d'être actif, mais c'est pas, tu sais, il y a des gens qui sont moins portés vers les animaux, qui voulaient pas le faire. Donc, on a eu quelques passagers qui ont fait le chemin en Jeep et d'autres qui l'ont fait en dromadaire. Fait que ça doit être vraiment magnifique, là, le coucher de soleil ou même le lever. Mon là, Dieu, oui. Le sable aller vient faire tout rougeoyant, ça. là, c'est Oui, fabuleux. oui. Oui, Puis après, on revient au bivouac. oui. Et puis là, on festoie, finalement, On autour d'un festoie. excellent repas, un beau feu de camp. Oui, Hein? feu de camp, musique traditionnelle. Les gens viennent jouer de la musique traditionnelle pendant qu'on est sur le bord du feu de camp. Et puis, pour ceux, quand on arrive à Dromadaire ou en Jeep, puis on a un peu de temps libre sur place parce qu'on ne fait pas des itinéraires qui sont ultra chargés. On a toujours le temps de prendre le temps, là, de pouvoir se déposer, relaxer, faire autre chose. Et puis, on a plusieurs passagers aussi qui ont choisi d'aller faire du dune buggy dans les dunes. Fait que ça, c'est le trip ultime, là. Ah, sûrement, Oui, sûrement. J'ai aucun doute, là. oui, tout à fait. Adrénaline au rendez-vous. Ah oui, oui. Puis là, on est là en bivouac une nuit, Une deux nuit. nuits, une nuit, c'est Une nuit, suffisant. c'est suffisant parce qu'il y a autre chose qui nous attend plus loin. Comme? On s'en va à Marrakech ensuite. Et là, c'est là que, si je m'abuse, c'est un des plus grands souks qu'on peut Du retrouver. pays. Oui. Oui, oh mon Dieu. Je ne sais pas combien il y a de ruelles dans le souk, mais on peut aller dans le quartier des forgerons, dans le quartier du cuir, on peut aller dans le quartier où on peut acheter des produits qui sont faits à la main, en cuivre martelé. On peut aller penser à n'importe quoi. On va le trouver au souk de Marrakech, mais ce qu'on pense et ce qu'on voit le plus souvent quand on pense à Marrakech, c'est les fameux les charmeurs de serpents. Donc, c'est au souk de Marrakech. Oui, OK! c'est ça. On trouve de tout. Donc, Ah on peut oui, hein? même aller... ben oui, il y a les charmeurs de serpents qui sont là, mais
moi, je n'aime pas les serpents. J'avais peur d'y aller. Honnêtement, j'avais peur de me faire achaler avec les serpents. Mais finalement, ils ne viennent pas nous voir, là, du tout, du tout. Si tu veux les voir, tu te rends aux serpents. Sinon, ben c'est facile de les éviter. OK. Puis, Ben, il est tellement grand, hein, c'est cet endroit-là. gigantesque. Oui, C'est oui, c'est ça. gigantesque. Tu pourrais passer une semaine au souk et tu n'aurais pas tout vu, là. Mais tu m'as raconté quelque chose, hein, ça, c'est vraiment inusité, là. Ah oui? Le vendeur de... De dentiers usagés. C'est incroyable, je peux Essayez pas avant croire. d'acheter. Je peux pas croire. Oui, le monsieur avait un étal où il y avait une multitude de dentiers et de dents à l'unité aussi. De dents à De dents à l'unité. l'unité. Donc, OK. écoute, tu fais ton choix. Tu fais ton choix. T'essaies, ça convient pas, t'essaies autre chose. Je pense que je vais préférer mon petit jeu d'échecs en bois que en bois d'olivier que... Je pense que je te suis dans ça. On oublie. Donc, bref, c'est le plus grand souk, mais aussi Marrakech, moi, je me souviens, j'avais été là et il y a une multitude de beaux restaurants avec un magnifique panorama parce qu'on voit les montagnes au loin. Oui. Donc, il fait comme 30-35 degrés au restaurant sur une belle terrasse. On voit des mosquées, et au loin, on voit les montagnes enneigées. C'est incroyable, Ouais. Ah oui, ça clash un peu dans l'esprit parce que oui, tu es sur une terrasse, sur le toit d'un restaurant ou d'un hôtel, il fait chaud, tu as les palmiers, tu as le soleil qui plombe, mais tu as les montagnes enneigées en Enneigé. panorama. C'était Ouais. incroyable. Moi, c'est quelque chose qui reste dans mes souvenirs aussi. Oui, là. oui, Ouais. oui. Puis à Marrakech aussi, il y a les jardins Majorelle qui appartenaient à Yves Saint-Laurent. Donc, à voir absolument à Marrakech, les jardins Majorelle, tout a été pensé dans un but de beauté. Donc, chaque petit raccoin du jardin est axé uniquement sur la beauté. Donc, ils ont mélangé des plantes de différentes teintes, ils ont ajouté des fleurs et tout ce qui est surface dure, donc les murs, les sièges et tout ça, tout est fait d'un bleu royal, je dirais, mais qui est breveté comme étant le bleu Majorelle. Ce bleu-là, qui est comme un bleu un peu violet, et le bleu Majorelle, et il est présent partout dans le jardin. Donc, on prend une petite heure, 1h15, 1h30 pour aller marcher. C'est un vrai oasis de paix dans la ville, Ah oui. mais c'est à voir absolument. On garde ta suggestion. De toute façon, il passe avec nos groupes de toute façon. Donc, Absolument. parce que c'est toujours un dans le must planning. à faire. Ah oui. Ouais. Oui, toujours, toujours, toujours. Et l'hôtel qu'on choisit à Marrakech, il est excessivement bien situé, étant au cœur de la ville. Donc, on peut sortir à pied, aller manger, aller magasiner, aller au bureau de change, juste aller se promener pour se détendre. Mais notre hôtel a un hammam incroyable. Ah oui, parce que c'est quand même reconnu, le Maroc, pour les hammams aussi. Hein? On ne peut pas aller au Maroc si on ne va pas au hammam. Un autre must-do, vraiment. Un autre must-do. Donc, séance au hammam, on finit ça avec un massage. Pourquoi pas se bichonner un petit peu? Absolument. C'est aussi important que la totalité du voyage en soi. Mais là, on n'a pas terminé notre Non. voyage. Il nous reste une autre belle route panoramique que tu as fait qui est vraiment un incontournable dans tout ça. Parle-nous-en. Pour se rendre à Essaouira. Oui. Essaouira, qui est la capitale mondiale de l'huile d'argan, Mhm. parce que les arganiers, c'est une variété d'arbres qui est endémique à la région d'Essaouira. Il y a seulement à cet endroit-là dans le monde où on va trouver les arganiers. Souvent, on a vu des photos de chèvres grimper dans les arbres. Bien, c'est dans les arganiers. OK. Donc, oui, c'est ça. Maintenant, il y a des lois qui ont été passées. Les chèvres, les bergers n'ont plus le droit de laisser les chèvres monter dans les arbres parce que ça les abîmait. Mais dès qu'on sort un peu plus en campagne, on en voit encore. Là. On les voit se régaler encore un petit peu. Et puis, Essaouira, c'est vraiment l'endroit pour acheter l'huile d'argan sous toutes ses formes. Là, on peut l'acheter sous forme alimentaire, on peut l'acheter sous forme de produits de beauté. Ils en font du miel, ils font plein de trucs à l'argan. Et c'est important d'aller acheter nos produits à base d'huile d'argan dans les coopératives de femmes parce que ces coopératives-là sont reconnues par le gouvernement comme étant les seuls endroits où on est sûr à 100% d'avoir un produit qui est vraiment à base d'huile d'argan et non pas un produit dilué. OK. Oui. Ouais, Donc, alors, ça, pour avoir la meilleure qualité, c'est un gage de qualité. on s'en va dans les coops de femmes. Oui, tout à fait.
Hum, Oui. mhm. Et puis, ben, en même temps, on aide les femmes à subvenir à leurs besoins. Souvent, ce sont des femmes qui ont eu une vie plutôt difficile et qui ont appris ces métiers-là de leur mère, de leur grand-mère, parce que ça se passe. C'est vraiment fait. L'arganier produit des noix, la noix d'argan, qui est Ouais. broyée à la pierre. OK. Et les femmes font tout ça à la main. Encore une méthode ancestrale, finalement. Encore une méthode. Oui, Ils sont absolument. très rattachés à leur tradition, Oui, oui, c'est en eux. quand même, hein. Oui. Tu me parlais aussi que tu as passé par les gorges de Dardes, Oui, les gorges de Dadès. Oh, d'Hadès. mon Dieu. Ça, c'est une autre route que j'irais Corrige-moi. conduire. Ben non, mais il y a tellement de choses qu'on a fait, qu'on a vues. C'est difficile de se rappeler de tout. Mais les gorges de Dadès, encore là, on est dans des canyons avec des routes sportives comme j'aime conduire. Oui, Tous mes passagers du groupe savent que je vais retourner au Maroc juste pour conduire ces routes-là. oui. Je retournerai, oui, faire le tour du Maroc avec des passagers, probablement une fois par année parce que la demande est là et j'aime beaucoup, beaucoup le pays. Mais les gorges du Dadès, c'est vraiment à l'intérieur d'un canyon. Et l'hôtel qu'on a choisi pour nos passagers, c'est un hôtel avec une vue panoramique sur les gorges. Donc, OK. on a des grands balcons et quand on sort sur le balcon, on a vraiment la gorge qui s'ouvre sous nos pieds. Et c'est de toute beauté. Mais est-ce que, en fait, les gorges, en fait, tu as un paysage, c'est aride ou c'est comment, explique-nous un peu. Oui, Aux c'est auditeurs, comment, tu sais, c'est beau, mais c'est aride, c'est beaucoup de palmiers. Comment est-ce qu'on il y a peut pas vraiment de palier. Il y a beaucoup de végétation. Donc, OK. c'est roches et végétation. Et on voit aussi beaucoup de cavernes qui est creusée à même le rocher. Les gens allaient s'abriter dans les cavernes à l'époque. Ça servait de maison OK. pour les bergers en transition qui déplaçaient les animaux. Donc, il fallait dormir dans les grottes de fortune parce que l'endroit n'est pas nécessairement propice pour pouvoir construire des maisons partout. Maintenant, avec les techniques plus modernes, oui, c'est plus facile, mais à l'époque, c'était autre chose. Donc, c'est l'endroit où on peut voir les grottes qui sont faites. On ne peut pas aller dans les grottes parce que ça serait trop difficile d'accès. Par contre, on les voit très bien, là. Ah, ça Ouais, doit être quand même vraiment magnifique de s'installer absolument. à l'extérieur là, du lodge et puis de tout Oui, contempler ça. ouais. Encore là, probablement avec un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et un verre de vin. Et un verre de vin, pourquoi Oui, pas, hein? On est en voyage, on est en exactement. vacances. Puis, naturellement, ce circuit-là il se fait quand même dans une courte période. Donc, c'est un rythme quand même assez soutenu. On a la tête pleine de découvertes. On s'ébahit devant plein de beaux paysages, de la nouvelle culture. On achète nos choses et on termine pour un peu se déposer avant notre retour. On termine à Agadir. Oui, la portion balnéaire du pays. Donc, Agadir, formule tout inclus, sur le bord de la mer, gigantesque piscine, on mange bien. La mer est quand même chaude, la plage est belle, elle est longue. Donc, un circuit idéal, je dirais que c'est un 16 jours au Maroc. Donc, on se promène. Oui, on va faire du bus, mais on n'a pas l'impression de faire énormément de route parce qu'on est toujours absorbé par les paysages. Et quand on arrive à Agadir, fin de parcours, là, on tombe vraiment en vacances. On était en voyage, là, on tombe en vacances. On se détend, on en profite avant de prendre notre vol de retour qui nous amène d'Agadir à Casablanca et qui nous ramène à la maison. Bien entendu, un voyage incroyable en finissant avec des vacances. C'est vraiment merveilleux. Selon ton plus gros coup de cœur de ce circuit-là? Ah, Chef Chaouane, indéniablement. Chef Chaouane, la ville bleue. La ville bleue. Ouais, je n'ai rien vu de ce genre-là nulle part dans le monde. C'est vraiment unique. C'est unique, c'est de la beauté partout où on regarde. Merci Sonia de ton beau partage. Nos passagers, nos clients, nos auditeurs, je suis persuadée qu'ils ont bien hâte de nous suivre à notre prochain voyage au Maroc. Merci Marie-Claude.